Donc je vais reprendre la suite de Laurent. Comme il vient de vous annoncer, on a une évolution de la réglementation vin bio en fin d'année dernière. Il y a un règlement Balai qui est passé. C'est quelque chose sur lequel on a quand même beaucoup travaillé à la commission vin bio avec Laurent, avec Valérie, avec Philippe Cotreau aussi que je tiens à remercier qui n'est pas venu aujourd'hui, mais on a quand même beaucoup travaillé dessus parce qu'il y avait des demandes fortes de la profession pour faire évoluer cette réglementation. On est assez content que ça ait abouti. Donc Laurent vous a déjà présenté la liste. Le premier était un des plus importants, les autolysats. Comme vous le savez, on avait des problèmes d'équivalence avec le NOP américain, qui est la réglementation bio-américaine. Les Américains autorisent les autolysats et interdisent le DAP, et nous en Europe, on autorisait le DAP, on interdisait les autolysats. Donc c'est une très bonne chose que ce soit rentré, parce que ça va permettre de simplifier beaucoup de choses pour les vignerons, pour la nutrition de leur fermentation quand ils veulent exporter sur le marché américain. Ils vont avoir un outil maintenant qui va remplacer le DAP, alors certes un peu plus cher, mais qui leur permettra d'avoir moins de problèmes et d'avoir une solution pour les azotes. Comme vous le voyez dans cette liste, vous avez quand même beaucoup de produits. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure et je veux y revenir sur comment sont rentrés les produits, comment ils sont évalués. Vous avez énormément de produits dérivés de la levure, les autolysats, les levures sèches inactivées, les manoprotéines, les extraits protéiques de levure. Vous voyez, tout ça, ce sont des produits en fait dérivés de la levure, donc des choses qu'on retrouve déjà dans les vins. Et après, les deux autres produits, la colle de patate, c'est de la patate, donc un produit végétal naturel. Et le chitosan, vous avez une fibre, entre guillemets, naturelle qui est déjà très utilisée. Je pense que pas mal d'entre vous les ont déjà vus dans les compléments alimentaires bio. Il y en a beaucoup qui se vendent avec des compléments avec du chitosan. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ces différents intrants et à quoi ils servent, parce que c'est ça aussi l'ordre d'idée. On fait passer, et la Commission européenne fait passer des produits, entre guillemets, parce qu'il y a des besoins derrière. Les autolysages, je vous ai fait la présentation, c'est pour la nutrition des levures, donc on est sur une nutrition organique. Après, à vous de rentrer dans le détail, vous avez une différence entre la nutrition organique et la nutrition minérale. Il faut savoir comment les utiliser, dans quel cas et dans quelles conditions. N'hésitez pas à aller, il y a plein de publications sur ces questions-là. Pour vous renseigner un peu plus loin. Le chitosan est un produit assez intéressant parce qu'il a un spectre sur pas mal de choses différentes. Ce qui nous intéressait, deux choses nous intéressaient dans ce produit-là. Un, déjà, c'est un effet chélatant. Je pense que vous avez tous beaucoup entendu parler des problématiques de cuivre, notamment sur les cépages type Sauvignon avec des thiols, ou quand on a des niveaux de cuivre un peu importants, certaines études montrent qu'on a une réduction de la capacité aromatique. Donc il y a pas mal de produits de collage qui sont sortis ces dernières années en conventionnel pour essayer de faire tomber le cuivre sur les mous avant fermentation. Et en bio, en fait, on n'avait pas, il faut des cols spécifiques, entre guillemets, qui vont permettre d'entraîner le cuivre. On appelle ça des chélatants. Le plus connu en conventionnel, c'est la PVPP. On ne va pas revenir dessus, en bio, c'est pas un produit qui nous intéresse. Mais du coup, le chitosan va rentrer et a cet effet, on va dire, de précipitation du cuivre. Donc ça va être un outil assez intéressant pour ça. Et puis le deuxième intérêt, c'est l'effet qu'il peut éventuellement avoir sur la partie Brettanomyces, même si là-dessus, il y a encore besoin de recherche et de comprendre les mécanismes et de savoir comment ça fonctionne. Je pense qu'il y a des choses qui sont en cours de construction pour accumuler un peu plus de données et avoir entre guillemets plus d'informations sur le fonctionnement et les mécanismes, mais ça va être un outil intéressant pour justement la gestion des Brettanomyces dans les années qui viennent. Les manoprotéines pour la stabilisation tartrique, vous connaissez un peu tout ça. Le principe, c'est qu'il faut faire des tests. Si vous avez des matières colorantes qui ne sont pas stables, les manoprotéines ne sont pas toujours très efficaces. Donc c'est important d'être accompagné quand vous voulez faire de l'utilisation de manoprotéines pour savoir où en est votre vin. Levures sèches inactivées, elles sont rentrées en fait en même temps que les autolysats. Alors sur la partie nutrition, vous avez de tout dans les LSI, c'est ça le problème. C'est des questions de différence de dégradation en fait entre les autolysats et les LSI. Vous en avez certaines qui marchent sur la nutrition, mais moins elles vont être plus utilisées. Le développement qui se fait ces dernières années, c'est plus pour tout ce qui est gestion de l'oxydation et gestion des fermentations malolactiques justement. Mais là-dessus, pour l'instant, pareil, il y a besoin d'accumuler un peu de la donnée, de savoir vers où on va pour mieux connaître et maîtriser ces outils-là. Quelques points sur lesquels je voudrais revenir qui sont importants que vous ayez en tête. Kétine-glucane n'est pas passé. Donc faites attention, il y a pas mal de mélanges qui existent dans le commerce qui mélangent chitosan et kétine-glucane. Donc faites bien attention sur la composition des produits si vous voulez en utiliser, à ne pas avoir du kétine-glucane. C'est un produit interdit du coup, donc ça veut dire déclassement du lot si vous l'utilisez. Donc faites attention. Sur les enzymes pectolytiques, on n'a pas eu d'évolution alors qu'on avait monté les dossiers, on a bien travaillé dessus. L'enzyme est
un sujet un peu compliqué, on va dire, qui est pas toujours bien maîtrisé par la commission. Je pense qu'on va continuer à travailler dessus, à avancer dessus. Déjà au sein de l'INA, on en a discuté. On va voir comment on peut faire évaluer ces pratiques-là en restant sur des enzymes, on va dire, de clarification. Mais ce qui nous pose problème, c'est quand est-ce qu'on les met. Ne pas pouvoir les mettre dans le pressoir ou au départ, entre guillemets, on ne comprend pas. Qu'est-ce que le législateur a en tête de nous les autoriser sur mou et de ne pas nous les autoriser dans le pressoir? On ne voit pas quelle est la différence, entre guillemets. Après, ça vient d'une problématique propre au secteur vinicole où jusqu'à présent, l'OIV vient juste de faire le travail pour définir quelles sont les enzymes, dans quelle catégorie on les met, quelles sont celles qui sont clarifiantes, quelles sont celles qui extraient. Et donc, maintenant qu'on a cette nouvelle réglementation, on va sans doute pouvoir faire avancer ça. Ce que disait Laurent, attention sur LSI Autolisa, 2 points importants, pas autorisé sur la fermentation malolactique, parce que la ligne activateur de fermentation malolactique, elle n'existait pas encore il y a 2 ans de ça. Donc quand les experts ont fait leur rapport sur l'entrée des autolysats et des LSI dans la réglementation bio, ils n'ont pas analysé ce point-là. On va faire le travail à l'Europe, entre guillemets, pour les faire rentrer dans les activateurs de fermentation malolactique. Mais faites attention quand vous achetez des bactéries lactiques, du coup, vous avez beaucoup de produits dans lesquels vous avez des autolysats et des LSI. Donc même chose, c'est pas autorisé, donc c'est des classements. Et autre point sur les autolysats et les LSI, on a un petit problème sur la ligne avec la cellulose microcristalline, qui pour l'instant, la ligne n'est pas rentrée en bio, mais c'est un peu compliqué, elle est dans une partie un peu aberrante de la réglementation générale. Et donc pour l'instant, ça veut dire qu'il y a certains autolysats qui utilisent de la cellulose microcristalline qui vont être interdits. Là-dessus, rassurez-vous, on va faire le travail avec nos collègues de Sudvin Bio et Eunopia, les fabricants œnologiques, pour vous sortir une liste des autolysats qui vont être autorisés en bio et la liste de ceux qui sortent, entre guillemets, et on va essayer de référencer tous ceux qui ont de la cellulose microcristalline et tous ceux qui posent problème pour que vous n'ayez pas de problème, vous pourrez piocher dans la liste pour savoir lesquels sont autorisés. Petit point, le sulfate de cuivre est réapparu dans la réglementation. On ne sait pas trop pourquoi, il y avait une parenthèse qui était là dans l'ancienne version, elle a sauté. Est-ce que c'est une question de traduction ou pas? Donc là, pour l'instant, on attend le retour de l'INAO et de la commission sur cette question-là. On n'en utilise pas dans la région, grosso modo, juste pour vous fixer un ordre d'idée, ça sert à gérer les problèmes de réduction et c'est pas mal utilisé sur les méthodes, tout ce qui est fabrication de vin à bulles. C'est plus traditionnel dans le sud-est, ces utilisations-là. Et puis nous, on a le citrate de cuivre de toute façon qui remplace et qui est très efficace. La liste des intrants bio dont vous parlez, Laurent, n'hésitez pas à y aller. Autre petit point sur lequel je voulais revenir, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour les viticulteurs qui sont présents, on a une enquête, l'enquête œnologique qui est disponible à l'entrée, n'hésitez pas à la remplir pendant la journée, ça nous aide beaucoup. Je vais revenir un petit peu sur les points d'actualité du coup qui ont été discutés, évoqués à l'INAO. Ah non, je voulais vous faire un point sur le millésime 2018 avant. Oui, alors du coup Stéphane, si tu permets, je vais juste faire la petite transition. Ouais, vas-y, okay. Excuse-moi. Alors, fermentation languissante, piqûre acétique, Brett, vous avez peut-être rencontré un de ces problèmes en cave, ou tous, ou pas. Mais au final, la bonne nouvelle, c'est que ce millésime s'annonce beau. Stéphane Becquet nous livre son retour d'expérience de cette campagne 2018 et autres sujets d'actualité. Donc petit retour rapide, mais on pourra en discuter après au repas ensemble de votre ressenti et de votre retour sur le millésime. Nous, chez nos adhérents, donc moi on a 180 adhérents, j'essaie de passer au moins voir tout le monde pendant les vendanges. Millésime très humide au départ et très sec à la fin. Il y a eu des pertes sur le mildiou, mais il y a eu d'énormes pertes sur la partie sécheresse. Ça a monté dans certaines propriétés à 30-40% sur certaines parcelles à cause du manque d'eau et parfois de récoltes un peu tardives. Il y a des gens qui ont un peu traîné, un peu tardé à rentrer les vendanges pour essayer d'obtenir une maturité, on va dire, phénolique un peu plus importante. Et ça n'a pas toujours été une réussite, on va dire. Donc des maturités très avancées, notamment des degrés très élevés dans de nombreux endroits. Donc on a eu des fermentations un peu difficiles, beaucoup de relargage de sucre, on en discutait hier à la visite terrain, mais il y avait des toutes petites baies qui ont relargué pas mal de sucre en fin de fermentation et dans les presses il y avait beaucoup de sucre. J'ai vu beaucoup de gens refaire des pieds de cuve cette année pour relancer la fin des sucres. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu et beaucoup de gens qui appelaient pour avoir justement des protocoles de relance de pieds de cuve. C'est quelque chose qui a été beaucoup demandé cette année.
des volatiles assez élevés en fin de fermentation dans beaucoup d'endroits, on va dire, dû à cette matrice, on va dire, assez riche et assez chargée dans les vins, qui fait qu'on avait un petit peu de tout et un milieu microbien assez développé. Pas mal de malots qui ont eu du mal à se déclencher. J'ai eu pas mal de gens qui ont l'habitude de les faire à la fin de l'année. Là, il y a pas mal de gens qui vont attendre le retour du printemps pour relancer ces malots-là, parce qu'il y a pas mal de choses de plantées. À mon avis, il ne faut pas s'acharner pendant l'hiver à vouloir les faire à tout prix. Si en décembre elles n'ont pas été faites, ça ne sert à rien de continuer à chauffer les cuves maintenant. On relancera au printemps. Après, il faut utiliser la palette des outils que vous avez à disposition. Si votre malo elle part pas et si vous avez des problèmes, ayez le réflexe à faire un contrôle de bactéries lactiques pour savoir déjà si vous en avez dans la cuve. Si vous êtes en dessous de 10 puissance 3, grosso modo, vous n'avez pas assez de bactéries, ça ne fera pas la malo. Donc cherchez pas à chauffer pendant 3 mois votre cuve si vous n'avez pas de bactéries dedans. Donc c'est tous ces petits réflexes qu'il faut avoir en tête. Des brettes, on en a eu par endroits quand même, justement, avec ces fermentations difficiles et ces arrêts qu'on a eu en fin de fermentation avec des compétitions entre les bactéries et les levures. Et en général, c'est des milieux assez propices pour Brettanomyces pour reprendre et terminer les derniers sucres. Mais globalement, ce qu'on note, et c'est normal quand on a des volatiles élevés, quand on a des vins assez costauds avec des degrés importants, on a quand même des très jolies qualités avec des potentiels. On a vu des IPT quand même assez importants cette année. On a vu des jolis potentiels phénolyques. Donc on a quand même des gros vins qui sont présents dans les chais et qui sont très très jolis. Il va falloir bien les gérer sur la partie microbio pendant l'élevage cet été. Et sur les actualités vin bio, donc on a vu la partie réglementaire, on va continuer à faire le travail et on va continuer à regarder ce qui se passe. On a une activité au sein de la commission vin bio importante aussi sur tout ce qui est les nouveaux intrants. Dès qu'on essaye de suivre l'actualité, on suit l'actualité de ce qui se passe chez les conventionnels, on regarde les nouveaux produits qui arrivent dans la palette des conventionnels. Et le rôle de la commission, c'est aussi de regarder l'ensemble de ces produits et de dire est-ce que ce produit, a priori, il nous intéresse en bio et est-ce qu'il rentre dans la philosophie bio, ou est-ce que c'est un produit qui ne nous intéresse pas du tout, on va laisser passer. Il y a des nouveaux dérivés de la PVPP qui sont en train d'arriver, par exemple, on ne va même pas regarder le dossier, ça ne va pas nous intéresser. Par contre, on va avoir des nouveaux agents de collage, on va avoir des nouveaux agents de gestion de la précipitation tartrique qui peuvent être éventuellement intéressants, qui sont naturels, qu'on va essayer de suivre. Et puis toutes ces questions que je vous ai montrées tout à l'heure sur la cellulose microcristalline, les enzymes, où on essaye de continuer à suivre le dossier. Sur les vins nature, je voulais faire un petit point, je crois que j'ai une diapo après, non, je ne l'ai pas mis, mais je vais le faire à l'oral. Deux sujets quand même importants à évoquer. Le vin nature, la commission vin bio et l'INAO s'en est emparé et s'en occupe aussi. C'est un dossier compliqué, on va dire, mais il y a eu pas mal de travail de fait à l'INAO. L'idée est la suivante, c'est il y a des producteurs de vin nature qui font les choses très bien. Et ces gens-là, entre guillemets, il faut pouvoir les faire ressortir et leur proposer un cahier des charges qu'ils vont pouvoir mettre en avant. Et d'un autre côté, on a une partie de gens qui font n'importe quoi. Vous allez avoir des vins nature avec du SO2, avec des intrants, vous allez même avoir des vins nature qui sont issus de vignes non bio. Et on a besoin d'encadrer, de réglementer tout ça. Donc c'est l'idée qu'il y avait à la base à l'INAO. La commission scientifique a travaillé sur un cahier des charges pendant quasiment un an. Je pense, c'est ça Laurent, pendant un an. Le cahier des charges est quasiment abouti. On a quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Donc ce cahier des charges, grosso modo, pour vous faire un point dedans, vous avez vendange manuelle, vous avez droit au pressoir, et après, il y a des questions, alors on va voir, il y a des questions qui se posent sur le contrôle des températures, comment on les fait, mais derrière, vous avez le droit à rien, pas de SO2. Alors si le point de base, de toute façon, mais ça a été discuté en commission vin bio, de toute façon, ce règlement vin nature, c'est du raisin bio, à la base. Ça, de toute façon, c'est la base du cahier des charges vin nature qu'on veut mettre en place, ça paraît logique et tout le monde est d'accord sur ce point-là. Et après, mise en bouteille. La problématique qu'il y a, c'est que ça a été présenté aux différents comités à l'INAO. Pour l'instant, il y a des blocages d'autres comités. Alors le dossier a peut-être été mal présenté. Il y a aussi toutes les questions qui se posent autour de quel terme on met dessus, comment on le définit. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. On a plusieurs pistes de travail. Il va falloir faire peut-être avancer un petit peu la CNAOC sur ces questions-là parce qu'elle est un petit peu bloquée. Ça se comprend, hein. À la base, on leur a proposé, je crois, quelque chose comme vinification naturelle. Donc c'est normal qu'ils aient refusé, qu'ils se soient un peu bloqués sur le dossier. Mais on a vraiment besoin d'avancer dessus. La directe, entre guillemets, et les douanes nous demandent d'avancer sur ce sujet-là pour avoir des outils, entre guillemets, aussi pour s'occuper des gens qui
qui revendique des vins nature avec un peu de tout et n'importe quoi dedans. Donc on a besoin d'un outil juridique et d'un cahier des charges pour commencer à encadrer ces vins-là. Et puis pour que les gens, on a une partie des gens de l'association des vins naturels, entre guillemets, qui étaient présents à l'AVN, qui étaient présents dans la création du cahier des charges. Ils ont besoin aussi de cet outil pour mettre en avant leur pratique aussi derrière. Donc on essaie de faire avancer ce dossier-là. Peut-être une des pistes aussi, c'est de l'avancer au niveau européen. On a commencé à faire des rencontres sur millésime bio avec nos collègues espagnols. Et ils sont assez motivés pour porter, avancer sur une réglementation nature au niveau européen. Donc il y a des pistes qui se dégagent autour de ça. Le consensus est à peu près bon sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans le cahier des charges. Ils sont peut-être encore un peu plus stricts que nous, les Espagnols, sur ce qu'ils veulent dans le cahier des charges. Ils ne voudraient même pas de gestion des températures et pas d'autorisation de gaz. Mais ça, c'est des questions, on va dire, techniques sur lesquelles on va s'accorder. Je pense que sur le fond du cahier des charges, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment on le fait ressortir vers le haut et comment on arrive à, entre guillemets, à faire que tout le monde accepte qu'on construise un cahier des charges comme ça. Sur la partie contamination pesticides, juste pour vous évoquer le fait qu'on en parle, on va développer avec Laurent et Magali à la fin de la matinée cette question-là et cette problématique-là. On va voir qu'elle est quand même importante et qu'elle nous occupe pas mal de discussions à l'INAO. Voilà, je vous remercie beaucoup.